Oui, donc il y a une grosse part quand même de créativité. Il y a du côté technique, mais beaucoup de créatif avec les effets Oui, visuels et sonores finalement, oui. oui, c'est ça. Il y a une part de créativité, c'est-à-dire qu'après il faut la ouais, il faut la canaliser et après oui, c'est une formation qui est en partie artistique. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Léana et merci d'être présent aujourd'hui voilà, pour cette réunion d'information consacrée au titre professionnel monteur audiovisuel. C'est un titre professionnel qu'on nous demande très régulièrement, donc c'est pourquoi nous avons eu envie de faire cette table ronde dont l'objectif voilà, est de vous présenter de manière très concrète cette formation et le métier auquel elle prépare. L'idée de cette rencontre est de vous permettre de comprendre concrètement que recouvre le métier de monteur audiovisuel, puisque l'intitulé parfois peut être un petit peu incompris et ça peut recouvrir voilà, de nombreuses compétences. Donc l'idée c'est de voir quelles compétences sont développées pendant la formation et comment va se dérouler l'examen aussi, puisque c'est un point important sur lequel vous nous interrogez très régulièrement pour vous permettre d'obtenir ce titre professionnel. Donc durant cette présentation, nous allons pouvoir aborder voilà, différentes choses en différents temps. Les aspects les plus importants, donc ce sera bien sûr la présentation du secteur de l'audiovisuel, le rôle du monteur dans une production audiovisuelle bien sûr, l'organisation de la formation. Alors là on verra les choses un petit peu larges puisque il y a ce que fait Adonis, mais là l'idée c'est pas forcément de vous parler d'Adonis, mais de vous parler de la formation en général, donc de développer vraiment sur son contenu, en évoquant bien sûr les différents blocs de compétences qui composent ce titre professionnel, ainsi que les modalités de certification devant le jury, et nous verrons un petit peu comment se passent aussi les admissions aussi au sein des établissements et comment est-ce qu'on peut valider ce titre pro puisqu'il y aura plusieurs modalités possibles. Donc les choses vont se dérouler sous forme d'une table ronde afin de favoriser les échanges. Donc comme lors de nos autres journées d'information, donc Hélène est présente avec nous aujourd'hui pour suivre le chat et récupérer les questions que vous pourriez lui poser pendant la présentation et elle nous les transmettra au fur et à mesure, voilà, afin que nous puissions y répondre bien sûr avec le formateur qui nous accompagne aujourd'hui et que je remercie infiniment. Donc je suis accompagnée de Robin Larquier Laplace, qui est monteur freelance et formateur dans le domaine de l'audiovisuel. Donc il a débuté sa carrière comme réalisateur, scénariste et compositeur avant de se spécialiser progressivement dans les métiers du montage. Et il a notamment travaillé comme assistant monteur, puis monteur-cadreur et a développé ainsi voilà, une solide expérience à la fois technique et aussi sur la créativité, puisqu'il y a quand même une grosse part de créativité voilà, sur ce métier. Et aujourd'hui, voilà, nous avons le plaisir voilà, d'être en sa compagnie pour qu'il nous fasse approcher un petit peu voilà, ce métier de manière beaucoup plus concrète. Alors, peut-être avant de débuter, de partir vraiment dans le détail, Robin, je vais peut-être faire juste une toute petite parenthèse pour dire ce qu'est un titre professionnel. Donc, parce que c'est vrai que c'est un petit peu moins connu, par exemple, que les BTS, que les masters, les bachelors, etc. Mmh. Donc, un titre pro, voilà, c'est une certification qui est délivrée par le ministère du Travail, voilà, au nom de l'État, bien évidemment. Donc, il s'agit réellement de diplômes reconnus par l'État et inscrits à ce que l'on appelle au titre RNCP, c'est-à-dire le Registre national des certifications professionnelles. Donc, les titres professionnels ont toujours été très appréciés sur le marché du travail dans la mesure où ils vous préparent vraiment à pouvoir être opérationnels sur des missions qui vont être très concrètes, puisque les référentiels sont travaillés à partir d'analyses du marché du travail et des compétences réellement attendues dans les entreprises sur le terrain. Donc l'objectif, c'est de proposer voilà, des formations qui sont directement orientées vers l'emploi. Et d'ailleurs, ces titres professionnels évoluent très régulièrement. On va avoir des changements de référentiel, puisque France Compétences va à la fois gérer le contenu et les modalités d'examen. Donc la caractéristique importante du titre professionnel, c'est qu'un titre professionnel est composé en général de plusieurs blocs de compétences que l'on va appeler des AT, des activités types. Et donc, pour valider le diplôme en entier, bien sûr, il faut avoir validé l'ensemble de ces AT. Néanmoins, chaque bloc, bien sûr, qui correspond à des compétences ou à des activités particulières, peuvent être également validés de manière indépendante. Donc ça, c'est très important.
Donc ça signifie qu'un candidat, par exemple, peut vouloir simplement une montée en compétences et valider un seul bloc de compétences, un seul AT, ou quelqu'un qui va être débutant et qui souhaite vraiment avoir une reconnaissance et le diplôme dans son intégralité, validera bien sûr le diplôme en entier. Donc idéalement, c'est vrai que il est important, c'est vrai d'être aussi un petit peu sur le terrain. Donc juste pour avancer un petit peu là-dessus, c'est vrai que ces titres pro peuvent être validés donc de manière sous forme de formation continue, si vous voulez. Donc c'est souvent le cas des personnes qui ont déjà été en emploi et qui ont déjà une certaine expérience, pas forcément dans ce domaine-là. Donc ça peut être également donc bien sûr une reconversion toujours par la formation continue. Ça peut être aussi validé bien sûr pour quelqu'un qui a déjà une véritable expérience, donc par la voie de la VAE, de la validation, bien sûr de l'expérience et des acquis. Et enfin, ça peut être aussi validé dans le cadre d'un contrat de travail spécifique, qui est donc le contrat d'alternance. Vous voyez qu'il existe vraiment différentes modalités d'entrée dans ce type de formation-là. Et ça, c'est vrai, bien sûr, pour l'ensemble des titres professionnels. Voilà pour ma petite parenthèse. Alors, peut-être, Robin, est-ce que tu voudrais nous faire, pour faire une petite introduction, une présentation peut-être du secteur de l'audiovisuel ? Alors, le secteur de l'audiovisuel, au sens large, il contient, on va dire, deux grands univers, on va dire. L'univers originel, qui est le cinéma. Oui. Et l'univers qui est venu, je dirais, après, qui est l'univers télévisuel. Alors, d'abord télévisuel, ensuite, qui vers la fin du XXe siècle, début XXIe, c'est un peu fondu dans Internet, etc. Donc, en gros, on a une partie du secteur qui est restée très, on va dire, rare, avec un marché de l'emploi assez étroit, sur des postes qui existent, mais qui sont toujours un peu difficiles d'accès, sur une pratique un petit peu artistique, vous voyez, très très pointue. Et il y a une partie du secteur qui elle, est orientée vers un tas de secteurs, d'autres secteurs notamment. Donc déjà il y a la télévision, il y a le journalisme, il y a tout ce qui est les nouvelles formes de narration sur Internet, donc tout ce qui est donc les vidéos sur YouTube, les émissions sur Twitch, les podcasts audio, tout un tas d'émissions qu'on va essayer de décliner. Il y a des secteurs comme par exemple le digital learning. On va utiliser des formations, on va avoir besoin de techniciens et techniciennes vidéo audiovisuels pour pouvoir construire des formations à distance. On a besoin également de ces techniciens et techniciennes pour la captation de concerts. Tout un tas tous ces secteurs-là qui ne sont pas nécessairement du cinéma ou du documentaire, mais qui pourtant représentent un grand pourcentage en fait des emplois du secteur. Et c'est ça qu'on appelle en fait l'audiovisuel. C'est vraiment au sens très très large où tous ces secteurs-là, et globalement, moi je les divise vraiment en deux catégories assez distinctes, c'est le cinéma et l'audiovisuel, sachant que tous les gens qui travaillent dans le cinéma ont travaillé dans l'audiovisuel, et tous les gens qui travaillent dans l'audiovisuel peuvent travailler dans le cinéma également, si vous voulez. C'est pas deux endroits complètement... L'un n'est pas inférieur à l'autre, bien sûr, mais ils n'ont pas la même utilité, vous voyez. Et donc là, l'ensemble de ces... puisque le travail va être quand même un petit peu différent, tout est abordé quand même au sein de la formation, justement, tout ce qui est son, mais images et synchronisation, bien sûr. Oui. Tout ça, c'est abordé, puisqu'il y a des techniques en commun. Nous, on aborde dans différents ouvrages, on aborde différents styles qui appartiennent à tel ou tel évidemment métier, mais globalement on va aborder le reportage, le sujet court d'information. On va aborder le montage de fiction. Voilà, donc le montage de fiction qui peut être utilisé au cinéma ou qui peut être utilisé dans la publicité, qui peut être utilisé dans plein de formes différentes. On va s'attarder évidemment sur la publicité. Voilà, donc on va parler de toutes ces formes différentes
D'accord. De contenu, si vous voulez. Et on va au maximum essayer de brasser large. Moi, je vais souvent parler de cinéma dans mes cours titre monteur pro, parce que le montage, ça a commencé littéralement avec le cinéma. Donc on peut pas commencer cette histoire-là sans commencer par le début du cinéma. Par contre, là où c'est intéressant, c'est de les amener à une fois qu'on traverse le XXe siècle, qu'on arrive de nos jours, en fait, pourquoi certaines choses qui existent maintenant sont comme ça. En fait, on voit que c'est à cause ou grâce de certaines évolutions technologiques et artistiques pendant le XXe siècle. Donc j'essaie de faire prendre conscience aux étudiants et aux étudiantes de ça pour qu'ils soient plus... que ce soit des meilleurs techniciens et des meilleurs artistes aussi. Qu'ils soient plus conscients de l'évolution et de l'histoire de leur discipline aussi. Ok, ça a l'air passionnant. En tout cas, alors, au niveau du contenu de la formation, donc Robin, on a vu que c'était plusieurs blocs de compétences. Donc, il y en a un qui va porter sur la préparation du projet de montage, réaliser le montage image et son, et après, on va avoir la finalisation des connaissances transverses. Est-ce que tu pourrais nous décrire vraiment, qu'on rentre un petit peu dans le détail, justement, du contenu de formation? Bien sûr. Alors, quand on commence la formation, on est sur des parties assez théoriques. Donc c'est beaucoup des cours magistraux, je dirais presque, où on va explorer justement cette histoire. On va commencer à parler, donc déjà on fait un tour d'horizon de l'histoire du cinéma, au sens artistique, avec les différentes écoles de montage, pour le coup. Donc, c'est quoi le montage? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est quoi un raccord? C'est quoi les différents types de raccords? C'est quoi les différentes personnes qui se sont opposées sur comment on utilise un raccord pour dire quoi? Et pour manipuler les gens ou pour leur dire la vérité? D'accord. Voilà. Donc en gros, on commence à explorer ça. Puis on commence à explorer ensuite l'histoire technique. Et donc, qui commence par la pellicule, par l'argentique, donc par quelque chose de très chimique. Ça, c'est le cinéma. On va explorer la télévision, qui, elle, va être sur de l'analogique. Oui. Donc, on va explorer ces deux histoires en parallèle, et puis on va arriver à l'informatique. Et c'est là où on va commencer à parler de, notamment, la configuration du poste de montage, les pièces informatiques importantes pour le montage, et c'est là où on peut faire le lien, notamment avec ces choses-là. Après, on continue à présenter des notions théoriques liées aux fichiers numériques, qui sont importantes pour que les monteurs et les monteuses puissent être à l'aise quand ils vont monter. Et à partir de ces premiers chapitres qui sont un peu théoriques, là, on commence à rentrer dans des examens de montage. Et donc, on commence en fait à explorer des chapitres. Donc, sur la fiction, on va explorer différents types de raccords. On va explorer différents types de montage alterné, montage parallèle. Et là, on va commencer à avoir des examens de montage. Voilà. Qui vont interview, publicité, montage de fiction. Donc là, c'est fiction courte. Il y a plusieurs montages de fiction proposés dans l'année. Et ensuite, on va explorer vers la fin, dans le dernier tiers en fait, de l'information, les métiers adjacents au montage qu'un monteur ou une monteuse peut être amené à exercer. Ce qui est de plus en plus le cas depuis plusieurs années. Parce que moi, je parle du métier de monteur de base, mais le métier de monteur aujourd'hui, il est aussi très interdépendant d'autres métiers, voire des fois on demande à un monteur ou une monteuse de faire tout soi-même. Voilà. Donc nous dans le temps on appelait ça le monteur truquiste. Oui. Bon, aujourd'hui on a plus ce mot-là parce que en fait c'est quasiment induit que un monteur sait faire quelques trucs visuels.
ce qui est pas évident à la base. Hein. Un monteur n'est pas censé faire les titrages ou faire des effets. Aujourd'hui, c'est quasiment une évidence. Donc, on va explorer en fait dans le dernier tiers, dans les notions d'étalonnage, notions donc la colorimétrie, la gestion des couleurs, le compositing, c'est-à-dire la retouche d'images animées. Oui. D'accord. Oui. Et on va explorer également un peu le mixage aussi, le mixage son, notamment le pré-mixage dans le logiciel de montage qu'on utilise. Oui, donc il y a une grosse part quand même de créativité. Il y a du côté technique, mais beaucoup de créatif avec les effets visuels, et sonores finalement, oui. Oui, c'est ça. Il y a une part de créativité, c'est-à-dire qu'après il faut la canaliser. Et après, oui, c'est une formation qui est en partie artistique. C'est une formation qui est en partie artistique, et donc à ce titre, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas équivalente à une formation scientifique dure, dans laquelle tout est absolument réglé au millimètre, et où tout peut être parfait, ou absolument tout est absolument 100% médiocre. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement, moi je vais essayer de juger au maximum les choses de manière carrée, notamment au niveau de l'organisation. Il y a 3 choses importantes qui font un bon monteur. C'est l'organisation, savoir bien s'organiser quand on construit son projet, le sens donc de la narration, donc c'est la capacité à bien raconter une histoire, et enfin la capacité donc le technique, c'est-à-dire la capacité à opérer rapidement dans le logiciel. Et tous les monteurs et monteuses n'ont pas les mêmes niveaux dans ces 3 catégories-là. Et c'est très grave. D'accord. Mais l'idée, c'est qu'on explore ces 3 choses-là, sachant que pour moi, la plus importante et la plus difficile à obtenir, c'est la seconde, c'est la capacité de narration. Parce que c'est tout simplement, en fait, on est obligé de regarder énormément de films pour commencer à comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Et puis, pour comprendre, comment tous ces films ont été faits depuis tant d'années, et comprendre le truc. Au niveau des outils, Robin, là on reprend l'exemple pour se rapprocher un petit peu d'analyse. Là il y a de l'enseignement à distance, on peut le faire en présentiel. Donc au niveau des outils, comment ça se passe concrètement? Puisque là on voit qu'il y a besoin quand même d'un matériel. Oui, alors au niveau des outils, alors il faut une station. Moi je conseille une station fixe, un ordinateur fixe. Oui. Voilà. Donc c'est le premier chapitre, on parle de ça. Après, tout le monde a des contraintes financières. Donc l'idée, c'est que je parle des choses théoriquement. Oui. Et après, concrètement, on fait avec ce qu'on peut. Nous, on va monter sur Adobe Premiere Pro. Il y en a un autre que je vais autoriser à utiliser, que moi j'utilise beaucoup moins, mais je suis capable de corriger dessus. Mais je vais pas faire cours dessus, quoique ça va dépendre du nombre d'heures qu'on a, mais on peut en aborder. Je vais me baser principalement sur Premiere, et après on va explorer Avid des Media Composer, qui est un logiciel qui est utilisé pour le cinéma. Et DaVinci est en train de monter en puissance, parce que DaVinci, ça on en parle pareil dans le cours, mais DaVinci, c'est un logiciel qui a l'avantage immense d'être gratuit et de proposer une offre. Enfin, en gros, sa version gratuite est quand même très version payante, oui. Ouais. Et elle est très puissante, et sa version payante est encore plus puissante et finalement pas très chère. Ok, voilà. Et sans abonnement, me semble-t-il. Donc alors concernant le matériel, donc on voit qu'il y a des accès quand même gratuits, donc ça, ce qui peut être quand même très attractif pour les étudiants. Un ordinateur finalement simple suffit, Robin, c'est ça? Oui, alors un ordinateur. Ouais. Alors un ordinateur simple pour le montage, il va falloir au minimum essayer d'avoir 16 Go de RAM pour son ordinateur. Alors, je sais que c'est un petit peu technique, Oui. mais bon. Il faut une bonne capacité quand même de mémoire, oui. Ouais, il faut une bonne capacité de mémoire. Il faut une carte mère et un processeur qui tiennent la route. Okay. Et effectivement, une carte graphique qui soit pas trop vieille. J'insiste là-dessus. Oui.
C'est-à-dire que ne misez pas tout sur la carte graphique si vous avez un poste si vous êtes limité en budget et que vous avez un poste assez limité. Parce que une carte graphique surpuissante en montage, l'essentiel du temps va en fait moins nous servir qu'en 3D ou en effets spéciaux, si vous voulez. D'accord. Nous, ce qui va plus nous servir, c'est beaucoup la RAM en fait. On va beaucoup lire en temps réel des vidéos. On va passer notre temps, quand on monte, on ne fait que ça, on fait que lire des vidéos en temps réel qui sont déjà sur notre ordi. Si notre ordinateur n'est pas capable de lire toute cette masse en temps réel, donc d'avoir une mémoire vive assez importante, et ben en fait la vidéo va ramer. Ça va saccader, vous voyez. D'accord. La carte graphique, elle va nous servir pour faire des exports, pour faire des rendus. Donc à choisir, je pense que c'est moins désagréable d'avoir une carte graphique un peu plus dans les choux que d'avoir pas beaucoup de mémoire vive. C'est une carte graphique. Voilà. Mais voilà, ça c'est si vous êtes à choisir entre des différentes. Voilà, si vous êtes à trancher différents choix économiques. Au niveau logiciel, effectivement, DaVinci peut être très intéressant. Donc moi, j'accepte les copies qui sont rendues sur DaVinci. Le cours, il est fait sur Adobe Premiere Pro et Adobe After Effects pour le compositing. Voilà. Donc comme ça reste encore un logiciel très répandu sur le marché. Oui, tout à fait. C'est quand même intéressant pour les étudiants de s'y frotter, éventuellement avec une version, qu'il y a des versions étudiantes, enfin il y a des offres étudiants. Oui, il y a des tarifs étudiants. Je sais qu'avec Adobe Premiere, c'est un peu payant, voilà. T'as pas une version gratuite. Ah non, il n'y a pas de version gratuite. Il y a une version étudiante qui est moins chère. Il y a une alternative pour travailler dessus, voilà. Ouais. Est-ce que tu voulais rajouter des choses, Robin, par rapport au contenu de formation sur ces fameux blocs de compétences ? Écoutez, je ne crois pas, parce qu'on est arrivé, on a parlé des tonnages, mixage. Oui. On a parlé de toutes ces choses-là. On finit l'année sur le montage multicaméra, donc voilà. D'accord. C'est à peu près tout ce que je peux dire en tout cas, si on fait dans les grandes lignes. Évidemment. Bien sûr, oui. Après, bien sûr, vous trouvez, bien sûr, sur France Compétences ou même sur les sites des établissements, bien sûr, vous retrouvez le contenu total, bien sûr, du référentiel. Alors, la finalité, bien sûr, c'est ce qui stresse un peu, c'est d'aller passer l'examen. Donc, c'est vrai que l'obtention du titre pro repose sur une évaluation qui est organisée avec un jury de professionnels, en général, ou de professionnels et formateurs. Bien sûr, ce ne sont jamais vos formateurs qui vous font passer le titre pro. Donc, c'est évidemment des établissements qui ont l'agrément, qui sont donc habilités par le ministère du Travail à pouvoir vous faire passer cette certification. Et donc, l'idée du jury, c'est de vérifier que vous maîtrisez à la fois les compétences techniques qu'on a vues tout à l'heure, les compétences créatives, et on a vu que c'est pas non plus la moindre des choses. Et comme nous le disait Robin tout à l'heure, avoir cette méthode, cette organisation, qui est propre à l'exercice, du métier. Alors, la mise en situation, les différentes épreuves de l'examen se composent de plusieurs parties, Robin. Est-ce que tu peux nous détailler peut-être un petit peu tout ce qui va être les entretiens, les mises en situation professionnelle ? Qu'est-ce qui est attendu aussi de la part du jury et très concrètement, dans quelle situation se retrouve l'étudiant ? Alors, pour l'examen final, l'étudiant, il est mis en condition sur un examen de plusieurs heures, donc ça peut être 4 heures. Il y a un sujet qui a été choisi, qui est sous scellé. Oui. Comme tous les titres pro, d'ailleurs. Donc là, en l'occurrence, pour nous, c'est une carte avec des rushs dessus et plein d'éléments. D'accord. Oui. En vrai, ce devoir est téléchargé la veille sur des ordinateurs dans une salle. Oui. D'examen. Et donc l'étudiant arrive et on lui annonce le sujet le matin. Et il a, 4 heures pour le monter. Donc du coup, c'est quelque chose d'adapté à cette durée. C'est-à-dire qu'on va devoir s'attendre à un sujet d'information court ou à une publicité. Des consignes précises. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, ça, avec
ou un mini portrait documentaire, en fait, des formats dont on est capable on est capable on doit être capable de faire la circonscription en 4 heures. On doit être capable de cartographier en fait la matière en 1 heure, 1h30, et après on doit être capable de commencer à structurer, à mettre en place une structure, et ensuite de la peaufiner, et ensuite de la sortir. D'accord. Donc on est sur des formats qui sont probablement entre 1 et 3 minutes. Relativement court, ouais. Et ensuite on a donc effectivement un jury qui peut se réserver le droit de venir interroger les étudiants pendant l'examen sur telle chose. Oui. Ou qui peuvent ne rien dire, et ensuite attendre que l'étudiant vienne faire sa présentation et lui poser des questions à ce moment-là. D'accord. L'étudiant présente son travail, c'est ça? Et c'est là où le jury... Ouais, c'est ça. Vous avez un jury, en fait, ce jury qui va écouter l'étudiant faire sa présentation. Et c'est là où le jury peut poser tout un tas de questions à l'étudiant. Étudiant qui aura eu des expériences professionnalisantes. Alors, si c'est professionnel, très bien. Si il ou elle a été payé une mission, c'est formidable. Mais professionnalisante, c'est-à-dire des stages ou des expériences, quelles qu'ils soient. Moi, j'encourage mes étudiants et mes étudiantes à sauter sur le maximum d'occasions qu'ils ont pour se faire la main sur des projets. Donc d'être à l'affût des différentes offres dans leur région, y compris bénévoles, parce qu'au stade où on se trouve, là, dans cette formation, on est à un des derniers endroits où on peut commencer à faire ce genre d'expérimentation. Une fois qu'on a le diplôme et qu'on est entre guillemets sur le marché, faire du bénévolat entre guillemets avec des inconnus, parce que je parle pas avec ses meilleurs amis, ses meilleurs amis. Bien sûr, mais avec une place, une super proposition où on va être assistant en fait, ça devient compliqué. C'est compliqué d'accepter des offres en bénévolat une fois qu'on est sur le marché du travail, parce que ça crée un précédent. Et en fait, ça nivelle tout le monde vers le bas, parce qu'après, il y a plein de gens qui disent mais pourquoi j'ai besoin de payer, parce que je peux avoir la même chose gratuitement. Bien sûr. Donc, ce que je dis, c'est attention à pas faire ça. De manière générale, une fois que vous êtes sur le marché. Par contre, quand vous êtes... le métier, quoi, Ouais, mais quand vous êtes dans la formation titre monteur pro, vous voyez un tournage bénévole qui se fait, qui cherche quelqu'un. Donc, par exemple, ça peut être un monteur, mais vous pouvez vous proposer comme assistant, vous pouvez vous proposer comme script. C'est un métier sur un tournage qui est hyper important pour le montage. C'est quelqu'un qui va prendre note de toutes les remarques qui sont faites par toute l'équipe sur chaque plan. Donc c'est super utile. Donc ça peut permettre après d'arriver en salle de montage et de dire voilà, moi j'ai fait script, voilà mes feuilles de script, mes feuilles de remarques, etc. Je leur dis d'ouvrir les chakras au maximum, parce qu'à la fin ils vont devoir arriver face au jury en disant voilà, moi j'ai fait ces expériences là et j'en ai tiré telle leçon, telle conclusion. Le but, c'est de montrer en fait qu'on est face à quelqu'un qui a un regard, un point de vue sur sa profession. Voilà. Je pense que le jury a besoin de voir qu'il est en face quelqu'un. Bien sûr qu'il a une posture déjà professionnelle. Il a une posture professionnelle liée à sa profession, et pas quelqu'un qui débarque et qui sait pas où il est. Bien sûr. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui sait où il va, qui sait qui il est, et qui est capable aussi d'avoir du recul sur telle ou telle expérience qu'il a eu. Donc, du fait, première partie, donc on réalise ce montage avec les consignes à partir des rushs qui sont donnés. Ensuite, on vient présenter donc ce travail-là, et j'imagine l'argumenter, puisque là on n'est pas sur, comme il était évoqué tout à l'heure, sur quelque chose, on n'est pas sur de la science dure où il n'y a qu'une seule réponse, en argumentant ses choix, évidemment les effets donnés, etc. Et après, est-ce qu'il y a encore une autre épreuve à la suite de ça, Robin ? Alors non, il n'y a pas d'autre épreuve à la suite de ça. Par contre, il y a le dossier professionnel. Oui, alors qu'est-ce que c'est ça, le dossier pro ?
le dossier pro, c'est ce que concocte l'étudiant pendant toute l'année, c'est ce qu'il va témoigner de ses expériences professionnelles ou adjacentes, Oui, et qui vont donc nourrir ce dossier. Et ce dossier va être rendu à la fin à Adonis Éducation, mais il va aussi être transmis au jury. oui, Donc le jury va avoir ce dossier sous la main quand ils vont passer l'entretien. Donc ils peuvent d'accord. aussi poser des questions sur ces différentes expériences. Ils Ok. peuvent poser des questions aux étudiants sur le devoir qu'ils viennent de faire, Mhm. sur des choses qui sont dans son dossier professionnel D'accord. et sur la présentation qu'il leur a faite. Et ce dossier professionnel, il comporte certaines normes, un certain nombre une quantité de travail ou vous présentez d'une certaine façon. Oui, alors il y a tout ce dossier professionnel, alors qu'il y a normalement Adonis livre aux étudiants des dossiers types, en fait, qui les aident à s'inspirer pour structurer leur propre dossier. Donc c'est comme des gabarits, si vous voulez, comme des maquettes. D'accord. Voilà, et avec un document, donc ça se présente en fait comme un document où vous allez avoir des parties dans laquelle vous allez remplir. Voilà, là c'est ma première expérience, c'était un stage que j'ai fait avec un youtubeur qui se spécialise dans la dégustation de vin, et ça a duré 2 semaines. Et ça s'est passé moyennement. En fait, je suis à la fois contente parce que c'est un exemple qui m'est arrivé. Oui, Je suis à la fois contente parce que ça m'a fait de l'expérience et j'ai pu me faire la main, et en même temps, le youtubeur était pas très agréable. Il me demandait un rythme de travail qui ne correspondait pas au fait que j'étais une stagiaire et une amateur. oui, oui. Voilà. Il m'a pas appris pour grand chose de manière générale. C'est plus moi qui ai appris sur moi et qui ai dû m'améliorer un peu face à l'adversité. Ça peut être une des choses qu'on peut avoir dans une case en fait du dossier professionnel, avec des exemples à l'appui, notamment des extraits ou des liens vers la chaîne YouTube, etc. Oui. Ok. Oui, parce que par rapport à ça, vu que je suis actuellement en recherche d'alternance pour le TP monteur audiovisuel, qui est compliqué à trouver en ce moment. Voilà quoi, parce que pour savoir pour la rentrée, voilà quoi, si je peux être ok, si je peux trouver une entreprise d'ici la rentrée, voilà quoi, c'est un peu. Voilà, ça, n'hésitez pas. Après, vous pouvez revenir vers nous, hein, Léana, directement. Voilà, plutôt voir avec les responsables formation pour qu'on vous donne un petit coup de main sur votre CV, etc., si c'est Surtout nécessaire. pour la recherche, parce que j'ai fait pas mal toutes les Voilà, entreprises, mais comme ça. il n'y a pas Ouais. eu, voilà quoi. On C'est reverra compliqué. ça. Voilà. On reverra ça en dehors de la visio, si vous voulez. Il y a pas voilà. voilà, pour tout ce qui est les conseils personnalisés, ce sera avec grand plaisir. D'accord. Ok, d'accord. Et ça sera vers où là? Vers. Voilà. Rediriger, je veux dire. Voilà, n'hésitez pas à mettre votre contact dans le chat, hein, comme ça on vous enverra un petit mail dès demain. Ok. D'accord. Voilà. Je mets mon mail directement comme ça, voilà quoi. Voilà, et on vous contactera. D'accord, vu que autant, d'accord, c'est pour ça la question, ok. Alors, après, Robin, donc, concernant les débouchés, tout à l'heure, on a bien entendu tout le milieu du cinéma, que ça peut être également la publicité, qu'il peut y avoir beaucoup finalement, quasiment toutes les entreprises qui vont communiquer, et on peut travailler avec n'importe quel type d'entreprise ou boîte de communication. Est-ce que tu peux nous donner, peut-être nous préciser un petit peu les différentes entreprises? Justement, ça peut servir aussi aux étudiants qui sont en train de rechercher de l'alternance pour les aider un petit peu à cibler. Peut-être quels sont les plus grands pourvoyeurs de travail ou d'alternance éventuellement? Alors, il y a des entreprises donc dans le milieu, on va dire, intermédiaire. Il y a des agences de production audiovisuelle, d'accord. Les agences de production audiovisuelle, ce sont des agences, on va dire, qui sont des professions intermédiaires, qui vont faire des films, disons, souvent institutionnels. C'est-à-dire que par institutionnel, on entend pas vraiment publicitaire, mais au service des entreprises. Voilà. Et vous avez des bassins d'emploi entiers
qui sont structurées autour de ces petites agences audiovisuelles Oui, qui ne sont pas, dont le business n'est pas de faire de la fiction, si vous voulez, oui. ou du documentaire, mais de faire des films qui vont servir de support pour les réseaux sociaux Mhm. à telle ou telle entreprise. Ça peut être une boulangerie, ça peut être Oui. une entreprise de BTP, etc., etc. D'accord. D'accord. Donc, il y a tout un tas d'agences audiovisuelles. Alors moi, je suis basé à Nantes, donc Oui. je ne sais pas où est basée Léana, C'est à côté mais de Toulouse. du Je côté suis de... à Toulouse. Voilà, D'accord. voilà, c'est à Toulouse. En plus, c'est Voilà, un peu plus. Alors, dans votre région, donc déjà Toulouse, il doit y en avoir une quantité énorme. Non, La oui. base dans votre région du montage, du cinéma, c'est Montpellier. Oui, D'accord. voilà. Donc là, par contre, vous allez trouver non seulement des agences audiovisuelles, mais en plus des agences de production cinématographique Mhm. et des studios. Et voilà, donc bon, vous avez quand même un bassin relativement riche. Il ne faut pas hésiter à aller chercher. Il y a des entreprises qui cherchent des personnes en alternance qui ne sont pas forcément positionnées à la base sur le secteur audiovisuel, qui cherchent à avoir un pôle audiovisuel à l'intérieur de leur entreprise qui n'évolue pas dans l'audiovisuel. D'accord. D'accord. Donc, Ouais. des fois, essayez un petit peu de sortir du champ. Ok. Alors déjà, bon, vous cartographiez toutes les entreprises qui font de l'audiovisuel dans votre coin. Ok. D'accord. Mais ça, Celles j'ai déjà qui... fait là. Il faut que je relance 2-3 à côté. Là, j'ai pratiquement tout fait. En entreprise, Voilà. c'est là. Donc il faut taper là-dessus dans absolument toutes les directions. Et après, il faut commencer à élargir, à aller voir des entreprises qui peuvent éventuellement avoir besoin de d'un de muscler ou de construire en fait un discours, enfin une proposition audiovisuelle dans leur entreprise. Ok. Vous voyez, voir comment ça peut le faire. Alors après ça peut vouloir dire être, ça peut vouloir dire entre guillemets gérer les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire que on n'est pas, ça dépend où on tombe. Hein. Vous voyez bien. C'est-à-dire que si on tombe sur une entreprise, sur une agence pure et dure, on va être sur du montage, ok, mais on va aussi être sur la gestion du matériel, Ok. quelque chose de très, comment dire, technique, physique même. Dans d'autres entreprises, l'audiovisuel dont on parle là, le montage, ça va se résumer à, là, par contre, le truc adjacent, ça va plus être la com. C'est-à-dire, en fait, nous, on a besoin de personnes qui nous fassent de la com pour les réseaux. D'accord, d'accord. Et donc là, on va pas avoir ce truc de tourner forcément ou d'avoir du matériel. On va avoir ce truc par contre, je dois produire des montages. Un message. Voilà, Ouais. pour leur réseau. Et ça peut intéresser des boîtes qui n'ont pas de pôle audiovisuel, entre guillemets. Ça peut être aussi toutes les collectivités territoriales aussi, j'imagine. Ça peut être des collectivités territoriales, ça peut être des associations aussi. Voilà, le milieu associatif, etc. Le milieu associatif. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'IA là-dedans, alors Robin, comment ça se passe? Est-ce que ça aide finalement, mais ça ne vient pas voilà, prendre le travail du monteur? Est-ce que ça va être plus de créativité justement, ou moins de besoin de la part des entreprises? Comment est-ce que tu visualises cette nouvelle technologie? Alors, c'est une question qui est très très complexe, la question de l'IA. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans les outils qu'on utilise, l'IA, elle existe depuis un moment. On l'appelle pas comme ça à l'époque. On l'appelait pas comme ça à l'époque. En fait, ce sont des algorithmes très intelligents qui sont là pour automatiser des tâches qui autrefois étaient considérées comme pénibles. On va le résumer comme ça. L'IA dans notre métier, elle existe. Elle est assez décentralisée et assez sévèrement contrôlée, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, on utilise l'IA pour
effectue la transcription d'un film. C'est-à-dire que quand vous commencez un montage, vous avez fait tout un tournage, ok. Vous commencez à vous importer vos rushs dans votre logiciel de montage. Le logiciel de montage est en train, dès que vous les avez insérés dans votre logiciel, importés, le logiciel est déjà en train de scanner toutes les voix et d'en tirer une transcription écrite. Ok. Ce qui fait que quand vous aurez besoin de faire une transcription, certes, mais aussi des sous-titres, en fait, les sous-titres seront déjà générés. D'accord. Vous n'aurez pas à les faire. Ça, c'est un exemple d'IA qui est utilisé dans les logiciels. Ça peut être utile, voilà, quand on peut utiliser le montage ou autre avec le... Alors ça, c'est un exemple qui est très utile. Voilà. L'exemple de la rotoscopie. C'est-à-dire que je fais un masque. Ok. J'ai une vidéo et en fait, je fais un masque qui fait le tour de mon visage. D'accord. Et après, je bouge comme ça. Mhm. Avant, à mon époque, on était censé, à chaque image, faire bouger le masque et tous les points du masque manuellement. Sachant qu'il y a beaucoup d'images dans un film. Oui, ça c'est sûr. Il y en a beaucoup. Donc on passait des journées et des journées à bouger des points et c'était un des métiers à la rotoscopie. Et alors ça existe encore, parce qu'il y a des moments où on en a quand même besoin de manière ponctuelle, mais c'était de notoriété publique que dans les métiers des effets spéciaux, c'était le poste le plus ingrat et personne n'aimait ça. Okay. C'est un poste qui s'est fait attaquer par l'IA. Ça veut pas dire que le poste en soi, que les gens ont perdu leur emploi, ça veut dire qu'ils ont fait autre chose après. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté de faire de la rotoscopie et ils ont commencé à utiliser leur temps pour faire d'autres tâches. Bien sûr, oui. Donc, voilà. Donc, il y a des endroits sur ce genre de choses où, effectivement, c'est ce qu'on observe. L'IA générative qui consiste à entrer un prompt et générer une image. Oui. Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que... Oui, c'est autre chose utilisée. Oui. Alors ça, il y a des logiciels alors, comme Sora qui existent, qui font ça, comme Phi AI par exemple. Alors le problème de ça, c'est que il y a des agences aujourd'hui qui demandent ça à leurs employés parce qu'il y a des clients qui leur demandent ça, des vidéos full IA. Déjà, l'IA, c'est pas teuteux. On dit dire, c'est pas très teuteux, c'est un peu... ça coûte très cher à faire, ça demande énormément d'énergie, de ressources, pour faire des plans qui ne peuvent pas durer plus de 5 secondes, en fait. Donc, c'est très discutable en fonction de ce que demande le client, si au bout on s'y retrouve, plus que si on met en place une équipe de tournage. Ouais. Ça se discute pas mal. Et la seconde chose que je remarque, sur laquelle il faut qu'on reste prudent par rapport à ça, sans forcément se vautrer dans l'anti-IA, mais il faut qu'on reste quand même qu'on garde la focale sur le truc qui constitue notre métier. C'est-à-dire que pour une nouvelle technologie, l'IA est devenue très très vite impopulaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très populaire. Elle n'est pas impopulaire à 90%, mais quand Internet est arrivé, Internet était très populaire. Quand le train est arrivé, ça a été très populaire. Enfin, ouais, de la voiture. Oui, je vois à peu près le genre. Voilà. L'IA, pas tant. Donc, en fait, on voit des clients qui commandent des publicités à des agences en IA, qui les publient sur les réseaux, et ces publicités se font atomisées par le public. Ok. Et pendant ce temps-là, tu as Intermarché qui sort sa pub sur le petit chaperon rouge, animé à la main par des Français en plus. Oui, je vois la pub de ce que vous parlez là. Je vois pas forcément la pub là. Et là, cette pub-là, elle éclate tout, et Intermarché, paf. Vous voyez ? Voilà, donc, il y a des questions qui se posent sur la popularité vis-à-vis de la population de ce genre de choses, ce qui fait qu'il ne faut pas qu'on oublie, surtout si on est en prise de vue réelle, avec des caméras. Oui, c'est sûr, voilà quoi. Si les gens ils veulent voir un film parce qu'ils veulent se connecter avec un autre être humain et ressentir des émotions, si on commence à leur proposer de l'IA, peut-être que les gens ils sont en quête d'authenticité et que du coup ça leur parle pas trop. Oui. Voilà. Mais au niveau strict dans nos outils,
ça existe, c'est quand même globalement circonscrit. On a un truc dans Première qui nous permet d'étendre de 2 secondes depuis quelques mises à jour là. On est capable d'inventer, on peut demander à Première d'inventer 2 secondes supplémentaires à un plan. D'accord. Voilà. Bon, Ah. ça va pas plus loin que ça, mais voilà, Ok. ça peut être utile. Oui, et puis on voit que ça peut aussi aider pour des missions un petit peu plus ingrates, pour des tâches un petit C'est peu ça. plus ingrates. Ça, Donc ça peut être très utile pour ça. Ouais, tout à fait. Alors là, je vois qu'on a fait à peu près le tour. Alors, Hélène, est-ce que tu as des questions, toi en particulier? Hélène? Oui, pardon, j'avais pas activé le micro. Oui. En début de visioconférence, on me demandait donc les différences entre le montage fiction et le montage cinéma. C'est pas par les termes qui étaient utilisés au début, en fait, sur les termes-là. C'est moi qui ai fait cette différence entre le montage fiction et le montage cinéma. Il y avait fiction et le cinéma ou autre, après, je sais Alors, pas du... entre le cinéma et disons, le monde du cinéma et le monde de l'audiovisuel. Oui, c'est à peu près ça, ouais. Ok. C'était un Parce peu que dans la ce... fiction, Oui, voilà. la J'ai pas les mots. ok, je peux essayer de clarifier. La fiction, Ouais. Ok. c'est tout simplement le fait d'avoir des gens qui jouent la comédie, d'accord? Ok. C'est-à-dire que on va filmer et enregistrer donc l'audio du réel, Ok. mais les gens vont faire semblant. Ok, Et tout oui, le monde ça, va c'est... faire semblant. Mhm. Et après, au montage, on va créer cette illusion. On va continuer. Ouais, comme quoi c'est réel et tout, oui. Je vois à peu près, en fait. Voilà. C'est juste, j'avais bien compris tout à l'heure, d'où pourquoi j'ai posé un peu la question, parce que C'est ça. c'était un petit Et on peu va plus créer ce qu'on appelle la diégèse, c'est-à-dire Ok. c'est l'univers la digeste. interne du film. La diégèse. D'accord. La digeste. ok. Et ça, c'est la fiction. Mais la fiction, elle n'est pas utilisée qu'au cinéma. Oui, voilà, tout ce qui tire au droit. Oui, je vois à peu près la fiction. Je connais le mot fiction, mais je savais Voilà. pas trop dans quel rapport avec ce qui était dit tout à l'heure. Voilà, quoi. Vite fait pour un terme un peu plus technique, je veux dire. Voilà. Vraiment, je connais le mot, mais c'est plus en termes technique que j'avais un doute sur ce qui était dit. Merci Robin d'avoir précisé. Il y avait d'autres questions, Hélène? Non, pas d'autres questions, Corinne. D'accord. Très bien. Robin, est-ce que tu voyais autre chose d'important à dire sur ce titre pro de monteur? Parce qu'on a vu tout ce qui était l'univers du monteur, finalement ses missions. On est bien entré quand même dans le détail du contenu de formation, les outils éventuellement à avoir à sa disposition pour augmenter ses performances, le passage de l'examen. On a vu un petit peu les débouchés. Je pense que là, on a fait à peu près le tour. Je pense qu'on a fait le tour parce que si j'ouvre un autre sujet, je Oui. je prendre trop de temps. Très bien. Je vois pas ce que je peux résumer là trop. Bah, en tout cas, là, voilà, pour moi, c'était très clair également. Donc, voilà, après, concernant les admissions au sein des établissements, donc juste pour terminer, voilà, sur cette petite partie-là, c'est vrai que chaque établissement va avoir ses modalités de recrutement. Donc pour ça, c'est vrai qu'il est important de contacter les établissements. Généralement, la procédure est quand même toujours un petit peu la même. Donc il y a toujours une étude de votre candidature, notamment de votre vision justement de la profession, un peu comme ce qui est regardé aussi au moment où vous passez les examens, votre motivation, dans quel cadre, le temps dont vous disposez pour faire cette formation. Donc c'est vrai qu'on étudie un petit peu la globalité du projet, votre personnalité, ce que vous recherchez aussi dans votre finalité. Et ensuite, bien sûr, après l'établissement, vous fera des propositions en fonction de ces offres de formation. Certains le font en présentiel, d'autres en distanciel. Il y a aussi la question, bien sûr, de l'alternance qui peut être fait aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Donc là, c'est vrai que là, la meilleure façon, c'est de vous adresser donc directement auprès des établissements de votre région ou que vous visez, puisque c'est vrai que si je prends l'exemple d'Adonis Éducation, on travaille avec des étudiants qui sont au niveau national, parfois même en Outre-mer ou même à l'étranger, et qui travaillent avec nous parce que justement nous sommes en enseignement à distance. Et la particularité de l'enseignement à distance, c'est que bien souvent ça permet de mener de front aussi deux choses. C'est à peu près 90% de nos étudiants qui vont être souvent en emploi, chargés de famille, voire les deux, et qui en parallèle ont envie de se former, donc soit pour eux, soit à des fins bien sûr plus professionnalisantes. Donc l'idée en tout cas, c'est toujours de vous adresser aux conseillères en formation généralement qui vous accueillent au sein de tous les établissements. Ok. Donc voilà, c'était ma petite conclusion. En tout cas, merci
voilà, Léana, d'avoir participé. Avec plaisir. Un immense merci à Robin aussi pour nous avoir éclairé voilà, tout ce champ. Et donc à très bientôt pour ceux qui le souhaitent. Si vous avez besoin de renseignements plus personnels, n'hésitez pas dans ce cas-là à contacter l'établissement. Merci beaucoup, Robin. Merci à vous, bonne soirée. Merci, Hélène. Bonne soirée, merci. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.